Marc est un obsessionnel des bonnes affaires. Et ça commence au supermarché. Je fais les courses avec mon application, avec mon smartphone. C'est une application où j'ai des réductions. Toutes ces courses, il les fait avec un smartphone à la main, l'œil rivé sur des applications qui lui indiquent des réductions. Avec cette application, j'économise facilement 100 € par mois, je pense. Cet employé de 29 ans, d'origine modeste, a toujours eu besoin de faire des économies. Il a même créé un site intitulé sans complexe, Radin Malin. Régulièrement, dans sa quête des petits prix, il y a quelque chose qui l'agace, le tarif des billets TGV. J'essaie de les acheter le moins cher possible. Il doit prendre un billet pour Bordeaux. Et bien qu'il s'y prenne 2 mois à l'avance, le tarif est salé. En TGV classique, on n'arrive pas à le trouver à moins de 60 €, donc c'est vraiment cher. Ça fait 120 € l'aller-retour, ça c'est hors de question. Pour payer moins cher, il passe sur le site de Ouigo, le TGV low cost. Avec un inconvénient, pour avoir les meilleurs prix, il faut réserver 6 mois à l'avance. J'ai départ de Paris-Montparnasse pour arriver à 16h03. Il y en a pour 3 heures de train, c'est plutôt pas mal. Il est à 19 €. Et il y a un prix encore plus bas. 19 juillet, le jeudi 19. 16 €. Réussir à faire baisser la facture du TGV. Nous sommes nombreux comme lui à chercher la solution. Voilà. C'est réservé. Car filer aux 4 coins de la France à 300 km/h n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour un aller-retour Paris-Marseille acheté 2 mois à l'avance, il faut compter 84 €. Si vous l'achetez à la dernière minute, le prix s'envole à 188 €. Pour un Paris-Bordeaux, 2 mois à l'avance, l'aller-retour est à 70 €. Le jour même, il faut sortir 204 €, le prix d'un billet d'avion pour Lisbonne ou Rome. Alors comment faire pour voyager moins cher à grande vitesse? Pour commencer, la solution la plus facile, c'est donc le Ouigo. Cette filiale de la SNCF, créée il y a 5 ans, propose une trentaine de destinations. Si vous réservez 6 mois à l'avance, il y a des billets à partir de 10 €. Alors comment font-ils pour écraser les prix à ce point-là? En cette période de grève des cheminots, la SNCF ne pouvait pas nous ouvrir ses portes. Alors nous nous sommes débrouillés tout seuls. Nous avons acheté un aller-retour Paris-Marseille 2 semaines à l'avance pour 35 €. En TGV classique, ça serait 121 €. Première surprise, comme pour les compagnies low cost aériennes, pour ce tarif, nous pouvons emporter le strict minimum, un sac à main et un bagage cabine de 10 kg. Pour une valise supplémentaire, il faut sortir 5 €. Et pour brancher son smartphone à une prise électrique, 2 € de plus. Mais pour l'essentiel, le modèle économique du TGV low cost se joue au moment du voyage. Le jour J, nous partons du centre de Paris. Et pour voyager en Ouigo, il faut savoir s'organiser. La gare de départ est à 40 km. Le taxi serait trop cher. Il faut prendre le RER pour 7,60 €. Et un long trajet. De près de 50 minutes pour arriver enfin en gare de Marne-la-Vallée-Chécy, un lieu de départ dont l'usage coûte moins cher à la SNCF. Pour le TGV classique, il suffit de se rendre à la gare de Lyon, à une dizaine de minutes maximum du centre-ville. Et on peut arriver jusqu'à 2 minutes avant le départ du train. Pas tout à fait la même ambiance à Marne-la-Vallée, où il est obligatoire d'arriver 30 minutes à l'avance pour prendre le Ouigo. C'est le début d'un long parcours qui finit par le contrôle des billets. Nous sommes ensuite parqués en attendant de monter dans la rame. Une organisation un peu fastidieuse pour les voyageurs, mais qui a beaucoup d'intérêt pour la SNCF. Comme vont nous l'expliquer ces 2 cheminots du syndicat CGT. Alors, regardons tout ça. À qui nous avons montré nos images. Le principe même de Ouigo, c'est de contrôler les titres de transport avant l'accès au train. Alors, pour des raisons assez simples, c'est que ça leur permet de mettre moins de personnel dans le train et ça leur permet aussi d'éviter de la fraude puisque du coup les billets sont contrôlés en amont. Donc ça leur permet aussi de contrôler que la personne n'ait qu'un bagage à main parce qu'après tous les services sont payants sur Ouigo. Donc s'il y a personne qui a plusieurs bagages, il est facturé avant l'embarquement. Ouigo verrouille les dépenses et fait en sorte de transporter le maximum de voyageurs.
un train low cost peut avoir 25% de passagers en plus par rapport à un TGV classique. Comment ont-ils trouvé autant de places supplémentaires? Terminé le wagon-bar. Même sort pour la luxueuse première classe. Et l'espace pour les bagages a été réduit. Résultat, il rentre en moyenne 80 personnes par wagon dans un Ouigo, contre 64 dans un TGV. Et pour faire des économies, les fauteuils sont les mêmes que dans les trains régionaux. On voit bien que c'est pas du tout un matériel adapté pour des longs trajets. Parce que c'est des sièges qui ressemblent à des types TVR, type trajet de 30-40 minutes. Et là, on est sur des trains, par exemple, Paris-Bordeaux, des choses comme ça. On voit bien que c'est totalement inadapté en termes de confort. C'est en réduisant le confort que Ouigo arrive entre autres à proposer des prix écrasés. Et pour les passagers, c'est la seule chose qui compte. Alors le rapport qualité-prix, écoutez, il est excellent quand même, faut être honnête. Vous avez payé combien? Alors 30 euros. Pour combien? 10 euros par adulte, 5 euros par enfant. Le voyage est bien parce qu'il n'est pas cher. Oh non, c'est les deux, c'est confortable, c'est joli, c'est agréable. Une fois arrivé à Marseille, le train repartira très vite, comme nous le confirme son conducteur. Ça va être 11h40, je crois. Ah, vous n'avez pas le temps de vous reposer? C'est les journées qui sont comme ça. Il reprendra le chemin de Paris dans moins d'une heure. Un Ouigo roule en moyenne 12 heures par jour, contre 6 pour un TGV. Quand on prend le TGV low cost, on sait qu'il y aura moins de confort. Mais y a-t-il d'autres inconvénients? Sur les réseaux sociaux, il y a un sujet de discorde qui revient régulièrement. Les restrictions autour des bagages. Si vous voulez un bagage supplémentaire ou tout simplement un bagage de taille normale, il faut payer. L'agent a tenu à ce que je paie 20 € supplémentaires pour un colis normal placé sous ma chaise. Des règles strictes qui peuvent parfois coûter très cher. Rissorangis en Île-de-France. Dans cet étrange dôme noir se cachent deux hommes qui aiment avoir la tête dans les étoiles. Pour les essais, on fait celle de ce soir D'accord. pour tester. Ok, on va voir si on a Jupiter et Vénus. Ces passionnés d'astronomie n'ont qu'un but, partager leur savoir. Normalement, on est orienté nord. C'est-à-dire que le nord est censé être derrière nous et le sud en face de nous. D'accord, donc Voilà. les planètes elles vont passer comme ça. C'est ça. Ils font partie d'une association qui propose ce petit spectacle scientifique, souvent à des enfants, dans toute la France et même à l'étranger. Il y a un mois, ils ont dû se rendre à Marseille. Comme ils font attention à leurs dépenses, ils ont acheté 2 allées Ouigo. Ils en ont eu pour 86 € à 2, supplément bagages compris, pour transporter leur matériel. Donc voilà les deux valises qu'on a essayé de transporter. Hein. Donc vraiment c'est assez léger. Hein. Ça se transporte assez bien, ça peut être ballotté sans trop de problèmes. Pourquoi tu dis essayer? Ah parce que on a eu une mésaventure, c'est qu'en arrivant à Marne-la-Vallée, on a voulu rentrer dans le train, mais on s'est fait refuser l'accès au train. On nous a dit que ceci n'était pas des bagages, mais que c'était une marchandise. Ils avaient pourtant bien payé 10 € pour ces 2 bagages supplémentaires. Une option qui permet de transporter des valises de moins de 2 mètres et de moins de 30 kg, ce qui est le cas de leurs 2 caisses. On a essayé de négocier, on a même demandé le remboursement du billet. Il nous a dit non, que si on voulait prendre le train, on pouvait prendre le train, mais il fallait laisser nos bagages ici. Il était dans son monde et incapable de se remettre en question, alors que c'était, à notre avis, Ouigo qui ne respectait pas les conditions de prise en compte du billet, quoi. Et on a dû trouver une autre solution pour partir. La solution est radicale. Ils empruntent la voiture de l'association et descendent à Marseille par la route. Au total, entre les billets perdus et les frais de voiture, ils en ont pour 600 €. Ces 600 € en moins, ça fait des achats de matériel en moins. Si on construit un deuxième planétarium, le budget sera amputé d'autant. À cause de ça, on va pouvoir payer moins d'animateurs pour faire moins de séances de planétarium. Depuis 3 semaines, ils se battent avec le service client de Ouigo, qui n'est joignable que par mail et pas par téléphone, pour des raisons d'économie. Pour l'instant, ils n'ont aucune réponse. À notre tour, nous avons demandé des explications à la compagnie ferroviaire low cost, sans succès. Alors peut-on payer son billet TGV moins cher sans avoir pour autant les inconvénients du low cost? Il existe bien une solution, même si ce n'est pas tout à fait sans risque.
Cindy a 33 ans et se rend ce jour-là à un rendez-vous avec un inconnu. Je vais rencontrer quelqu'un à qui je vais acheter un billet de train que j'ai trouvé sur Troc de train. Donc c'est de la revente de billets entre particuliers. Donc j'ai rendez-vous à la gare Montparnasse avec un monsieur qui me revend son billet. Sur Troc des trains, Le Bon Coin ou Quel billet, des particuliers qui ont acheté des billets non remboursables mais qui finalement ne peuvent pas voyager revendent leur titre de transport. Cindy, une Rennaise installée récemment à Paris, a réservé un aller pour sa ville d'origine à 30 € au lieu de 60 si elle avait dû l'acheter au dernier moment sur le site de la SNCF. Bonjour Stéphane, donc enchantée. Ça va? Oui. Vous avez déjà le billet? Très bien. Et hop, donc c'était bien 30 €? C'est 30 €. C'est ça? Ça, ok. bien. Bonsoir. Tac. Et donc c'était bien vendredi prochain, c'est ça, voilà. Merci Super. beaucoup. Merci. Quel intérêt pour vous? On récupère un petit peu d'argent. Et puis ça fait plaisir à la jeune fille. Il y a des prix qui se font pour le 1er juin, c'est cher. Et là, j'ai un imprévu, il faut que je prenne les congés. Donc, je vais les revendre. Le site, qui leur a permis de se rendre au service mutuellement, a été créé il y a 13 ans par Bernard Thomas. À l'époque, cet ingénieur passionné d'informatique est au chômage. Et c'est un petit événement familial qui lui a donné envie de se lancer. L'idée, elle est venue tout simplement parce que ma fille avait un billet de train qu'elle ne pouvait pas utiliser. Et ça m'a donné l'idée de faire un site, une petite maquette de site où on pourrait remettre en vente des billets de train. Et manifestement, il a comblé un manque. Le succès est rapidement au rendez-vous. Les premiers jours, c'était tiens, il y a un billet mis en vente aujourd'hui, c'est formidable. Aujourd'hui, il y en a 2396 à l'instant où je vous parle. Les derniers billets déposés, vous avez Amsterdam-Paris, Paris-Avignon, Paris-Londres, Paris-Bruxelles. Le site est visité par plus de 10 000 personnes par jour. Et Bernard se rémunère grâce à la publicité. Sa petite entreprise lui rapporterait 80 000 € par an. Et son principal ennemi, c'est la fraude. Pour la limiter, l'authenticité de chaque billet est vérifiée. Les gens nous donnent leur préférence de dossier et ça nous permet d'aller contrôler les billets. Je vais par exemple sur le site de Oui SNCF et je vais rentrer les références de dossier et je fais consulter. Voilà, le billet est affiché. Ça veut dire que le billet qui a été déposé est tout à fait valable. Mais cela suffit-il à éviter les mauvaises surprises à ses clients? Peut-être pas toujours. À écouter l'histoire de Corentin. Il y a quelque temps, il pense faire une bonne affaire en achetant 80 € un aller-retour Paris-Nantes sur le site de Bernard Thomas. Mais une fois à bord, c'est la douche froide. Pour aller à Nantes, je suis monté dans ce type de train, là, le TGV, où lorsque je suis monté, je me suis assis normalement. Et à la suite de ça, donc arrivé en gare du Mans, on s'est fait contrôler. Il s'avérait que les papiers, donc les billets étaient falsifiés. Donc on nous a regroupés à l'intérieur, au milieu du train. En fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient victimes aussi de cette escroquerie. Voilà son billet. À l'origine, il est authentique, mais la personne qui lui a vendu a changé le prix et le numéro de la place. Puis il l'a dupliqué pour le vendre à 4 personnes différentes. Corentin, accompagné par un ami, lui aussi victime de l'arnaque, n'échappe pas à une sanction. Quelques semaines plus tard, on reçoit dans notre boîte aux lettres une lettre avec une amende de 228 € de la SNCF. Pour nous défendre, on a porté plainte, on a envoyé des mails à Troc des trains, on a envoyé des mails à la SNCF. On a eu des retours, mais à chaque fois c'était négatif. Chacun était positionné sur leur camp. Donc au final, au bout de 10 mails, on a arrêté de continuer à écrire et on a payé l'amende. Amende, plus prix du billet. Au final, son Paris-Nantes lui a coûté 308 €, 3 fois le prix normal. Mais selon Bernard Thomas, les arnaques de ce genre sont rares. Il aurait eu connaissance de moins de 10 cas en 13 ans. Et il ne se considère pas responsable, car il met simplement les gens en relation. Il ne vend pas lui-même. Je fais la modération et j'informe les différents vendeurs. Si plusieurs acheteurs me contactent, je les mets en relation pour qu'ils puissent faire une action auprès de la SNCF ou qu'ils portent plainte. Mais ça ne va pas plus loin. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Ça arrive qu'on nous demande de dédommager, mais on répond que ce n'est pas possible. La SNCF rejette elle-même
toute responsabilité dans ce genre d'affaires. Des déconvenues de plus en plus rares qui ne découragent pas les voyageurs. La vente de billets entre particuliers reste une solution efficace pour faire baisser la facture du TGV. C'est devenu le champion de la location de véhicules entre particuliers. Que cache la réussite de Drivey, une success story française qui a déjà séduit plus de 2 millions d'utilisateurs. Les tarifs, vous allez le voir, ils sont 30% moins chers en moyenne que dans une agence de location traditionnelle et surtout, plus besoin de courir une agence justement. Désormais, grâce à l'application, on peut louer aux voisins du coin de la rue. Alors est-ce vraiment efficace? Les véhicules sont-ils en bon état? Que vaut le service après-vente? Que valent les assurances? Dans les coulisses de Drivey, c'est une enquête signée Pauline Giraudy. Dans les gares ce vendredi-là, la SNCF connaît son 16e jour de grève. Pour partir en week-end, des millions de Français se pressent sur les quais et s'entassent dans les TGV. Alors pour être certaine d'arriver à bon port, Jessica et ses amis ont trouvé une solution. Louer une voiture, mais pas chez Avis, Europcar ou Hertz. Pour elle, tout se passe sur une application de location entre particuliers. J'ai reçu un texto 1 heure avant le début de la location me disant que la voiture était prête avec l'adresse exacte. Et voilà, une fois qu'on a la voiture, on fait tout par l'application. Réservation, état des lieux, déverrouillage. Depuis 2 ans, le système baptisé Open permet aux clients de Drivey de louer une voiture sans jamais rencontrer le propriétaire. Plus besoin de se donner rendez-vous comme avant. Alors, il faut que je regarde s'il y a des... En fait, là, ça met toutes les rayures, les frottements, les bosses qu'il y a sur le côté de la voiture. Et j'ai juste à contrôler que ce soit juste et s'il n'y en a pas des nouvelles. Effectivement. Putain, elle est défoncée, la voiture. Hein. Oui. Elle est défoncée. Il y en a partout. Si elle roule, c'est parfait. Grâce aux photos des clients précédents, l'état des lieux lui prend à peine 5 minutes. Ensuite, un boîtier installé sous le tableau de bord permet à Jessica d'ouvrir le véhicule du bout du doigt. J'ai pas les clés, mais si j'appuie sur déverrouiller le véhicule, ça me le déverrouille. Ouais. Et les clés sont cachées à l'intérieur. Le fait de ne pas être obligé de donner rendez-vous à quelqu'un, ça permet d'être plus disponible aussi, d'avoir plus le temps, plus libre si on veut partir plus tard, si on veut rentrer plus tôt. On n'est pas obligé de faire attendre quelqu'un. Voilà. Mais je pense que c'est plus pratique en tout cas pour les deux. Plus pratique, encore faut-il trouver les clés cachées par la propriétaire. Ah, je sais pas où sont les clés. Je trouve. Il y a des sacs qu'on peut mettre derrière, non? Bon bah c'est parti. Ciao, bye bye. Direction le Morvan, dans cette voiture qui accuse 160 000 km au compteur. Personne n'arrive dans la journée? Enfin, tout le monde arrive le soir? Oui. Déjà la 10e location de Jessica sur Drivey. Tarif 37 € pour le premier jour, puis 28 pour les 2 suivants. On a payé 94 € pour 3 jours et 600 km. Si on était passé par un loueur professionnel, on aurait payé, je pense, au moins 200 €, au moins le double. La location collaborative est particulièrement avantageuse lors des week-ends de 3 jours, quand la demande est très forte. Mais les véhicules sont-ils fiables? Au bout de 150 km, les filles sont obligées de s'arrêter en urgence sur cette aire d'autoroute. Je cherche comment ouvrir le capot. Le voyant d'huile vient de s'allumer. Impossible de continuer la route. On n'a pas roulé beaucoup, hein? Non? C'est vide? Heureusement, la propriétaire a laissé un bidon d'huile dans le coffre. C'est ça, mes heures perdues, je répare des voitures, je fais des vidanges. On l'a envoyé en formation. Dans la location entre particuliers, l'entretien repose sur les propriétaires des véhicules et parfois aussi sur leurs clients. On peut repartir. Après 5 heures de route, la bande d'amis arrive enfin à destination pour un prix défiant toute concurrence. 44 € par personne l'aller-retour, essence et péage compris. Bon, il n'y a plus qu'à décharger et puis apéro là. Salut. Des locations 30% moins chères que chez un loueur traditionnel. Disponible 24 heures sur 24.
au coin de votre rue. C'est la promesse de Drivey, devenu en moins de 10 ans le leader français sur le marché de l'autopartage, devant Wicar et Coolicar. La petite start-up propose aujourd'hui 38 000 voitures en France à partir de 15 € par jour. Des utilitaires, des 4x4 et même des voitures de collection. Comment Drivey fait-il pour s'imposer face aux géants de la location auto? Quelles sont les recettes qui lui permettent de doubler son chiffre d'affaires chaque année? Derrière ce modèle low cost, est-ce toujours un bon plan de louer sa voiture à un particulier? La propriétaire de la voiture louée par Jessica et ses amis, la voici, et pour elle aussi c'est une bonne affaire. Après le week-end, Vanessa vient de récupérer son véhicule et doit simplement vérifier sur les photos des filles que tout s'est bien passé. Il n'y a aucun dégât supplémentaire à déclarer par le locataire. Prix de sa voiture, 37 € pour une journée, moins 15% de commission pour Drivey et 15% pour l'assurance, soit 25 € pour elle. Vanessa la loue 1 à 2 fois par semaine. 97 locations en tout qui lui ont rapporté 6 600 €. Pas mal pour une voiture vieille de 13 ans. Je ne l'aurais pas fait si j'avais une voiture neuve. Mais comme j'avais une voiture ancienne, je me suis dit, elle n'a pas grand-chose à perdre. Et comme moi, je m'en sers très peu, je la loue le plus possible. Pour que les gens profitent et que moi, ça me paye mon essence, mon assurance, les réparations éventuelles. Donc ma voiture ne me coûte rien, mais je la garde quand même. La location de voitures collaboratives grâce à Internet. Une idée qui a germé sous le casque d'un jeune homme qui ne se déplace qu'à vélo. Paulin de Menton, 39 ans, est le fondateur de Drivey. La révélation, il l'a eue lorsqu'il vivait à Marseille, l'une des villes les plus embouteillées de France. J'avais dans ma rue 3 familles qui se partageaient une voiture avec une feuille Excel. Et ça m'a vraiment donné l'idée et mis ensuite le pied à l'étrier. Je me suis dit, on va pouvoir faire ça à beaucoup plus grande échelle et mieux organisé. En 2010, ce diplômé d'HEC quitte son CDI dans un grand groupe de transport pour fonder sa start-up. Donc voici les bureaux. À l'époque, il a les cheveux longs et son entreprise s'appelle Voiture Lib. Donc c'est tout petit. Donc voilà, on a fait le tour. 8 ans plus tard, la jeune pousse est devenue le leader européen de l'autopartage, 2 millions d'utilisateurs. Ici, pas d'agence, ni la moindre voiture, et seulement 120 employés, ingénieurs, marketing, service client. Ce matin sur la terrasse, le jeune PDG organise un petit déjeuner de bienvenue pour Myriam, la dernière recrue, dans une ambiance décontractée. Non mais attends, moi ma mère, jamais elle croyait à cette... Elle faisait ça au début, ils étaient vraiment là, bon ok ça va lui passer. On parlait de nos parents respectifs, ils croyaient pas du tout que ça allait être possible et qui étaient quand même des parents sympas et supportifs, donc ils disaient c'est bien, super, mais qui au fond d'eux se disaient bon, vivement qu'ils retrouvent des jobs normaux. Aujourd'hui valorisée à plus de 200 millions d'euros, son entreprise concurrence directement les géants de la location auto. Depuis 2 ans, son activité s'est encore accélérée grâce à Open, la technologie utilisée par Jessica et ses amis, déjà une location sur 2 dans les grandes villes. C'est tout bête, c'est une boîte noire en plastique avec dedans un GPS, un GSM et un accéléromètre. Et en fait, on l'installe à l'intérieur des véhicules, un peu comme une alarme. On le branche à l'ouverture centralisée et à l'antidémarrage de la voiture pour des raisons de sécurité. Et ensuite, quand cette boîte est dans la voiture cachée sous le plastique, ça permet d'ouvrir les portes avec l'appli Drivey, tout simplement. Tarif, 29,90 € par mois pour les propriétaires. Mais ce boîtier permet de simplifier la prise en charge et donc de louer plus. Le site revendique 1 million de journées de location l'année dernière, sur lesquelles il prend à chaque fois sa part, 15%. Mais derrière ce succès, il y a aussi pour les clients de vrais déconvenus. Il y a un mois, Thélo, étudiant à Paris, décide de louer un gros monospace pour un week-end à Lille entre Un
groupe d'amis d'une dizaine, donc la solution la plus simple pour nous, c'était de prendre un minibus en fait. Ça revenait à près de 20 € chacun pour le minibus pour l'aller-retour, ce qui était une très bonne affaire et ce qui nous arrangeait bien, et parce qu'on n'a pas énormément de moyens aussi. Mais la virée va tourner court. Le véhicule tombe en panne à peine 10 km après leur départ. On est quand même resté près d'1 heure et demie, 2 heures au bord de l'autoroute. Dans la réalité, c'est un peu flippant, oui, complètement. L'assistance du site leur envoie une dépanneuse et met à leur disposition 2 voitures de location, mais pour 24 heures seulement. Car selon l'entreprise, le prix de ces 2 véhicules équivaut à ce que Tello et ses amis ont payé pour la location du minibus. Nous, ce qu'on voulait, c'était un véhicule pour 48 heures. S'il y a un souci, ils nous donnent une compensation, de sorte à ce qu'on ait quelque chose pour 48 heures ou un moyen de nous déplacer. On est arrivé avec 6 heures, plus de 6 heures de retard, à 1 h du matin au lieu de 19 h. Donc ça, pour le coup, on a eu déjà au moins notre première soirée de gâchette. À Lille, Drivey oblige les étudiants à rendre les véhicules de remplacement. Ils doivent payer de leur poche leur billet de retour en TGV pour Paris. En tout, leur voyage leur coûte plus de 450 € au lieu de 229. Bonjour. Oui, bonjour. Agacé, Tello décide de joindre le service client pour négocier un dédommagement. Concernant le remboursement qui n'a pas pu se faire, c'est parce que vous avez été rapatrié jusqu'au lieu de votre choix. Oui, mais nous on avait payé pour un service de 48 heures de location d'un véhicule. Alors, je vais regarder, je vous demande un instant, monsieur. Oui. Ma collègue, c'est elle qui traite le dossier. Et donc, elle vous envoie un crédit de 40 €. De 40 €. Voilà, pour le dédommagement des désagréments subis. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire de ces 40 €. Moi, tant qu'ils ne changent pas leur service, ça ne me donne vraiment pas envie de les utiliser, de les réutiliser. Alors le site fait-il le nécessaire pour éviter ce genre de mésaventure? Au siège, c'est le rôle du service client. Je vous appelle parce que le propriétaire nous a appelé par rapport à la panne que vous avez eue. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. En tout, 20 employés, dont Richard, monsieur Qualité. Sa mission, écarter les véhicules en mauvais état suite au signalement de clients. J'en ai, je ne saurais pas compter, mais des centaines par jour peut-être. Je vous appelle par rapport à la description de votre véhicule, de votre Ford Focus. Ce matin, c'est cette voiture avec plus de 300 000 km au compteur qui pose problème. Cela fait plusieurs fois qu'elle a du mal à démarrer. Donc je vais faire un point avec vous, voir si vous avez pu réparer ces éléments. Malgré plusieurs relances, le propriétaire du véhicule n'a toujours rien fait. Par contre, de notre côté, au niveau de la sécurité, on ne peut pas permettre de louer un véhicule qui est défaillant. Je vais masquer votre annonce, comme ça elle ne sera pas disponible pour les prochains locataires. Avec 38 000 voitures à la location sur le site, difficile de tout contrôler. Et dès que vous aurez passé votre diagnostic, vous pourrez nous l'envoyer et je procéderai à l'analyse et à la réactivation de l'annonce directement. Sur Internet, nous avons trouvé de nombreux témoignages de clients qui, comme Tello, se plaignent de pannes ou de véhicules défectueux. Drivey est-il suffisamment sélectif sur l'état de ses voitures? Le jeune patron reconnaît qu'il reste des efforts à faire. Mais clairement, quand on est sur une flotte qui a un certain âge, qui a l'âge du parc moyen français, il peut y avoir des pannes et c'est clairement un souci quand il y en a. Donc on a une assistance pour ça, 24 heures sur 24, qui aide les gens, mais c'est jamais une bonne expérience en plein week-end d'avoir une panne. Consciente du problème, l'entreprise tente aujourd'hui de rassurer ses clients. Elle vient d'ajouter une option à ses contrats de location avec son assurance partenaire. Si vous avez souscrit à une option de réduction de franchise, notre partenaire pourra également vous proposer un véhicule de remplacement pour la durée restante de votre location. Une assurance complémentaire à 8 € par jour en moyenne, mais qui permet de sauver son week-end. Pour éviter de perdre des clients à cause d'une flotte vieillissante, l'entreprise mise également sur une nouvelle catégorie de loueurs, bien loin de l'idéal, de l'autopartage, des quasi-professionnels. C'est le cas de Jean-Philippe et Amélie. Leur activité principale, chef d'entreprise dans la boulangerie industrielle.
Mais dans ce parking public, sous ce petit écriteau, il propose pas moins de 15 véhicules à la location sur le site. Donc là, on a une Clio. Alors en semaine, elle est louée à 45 €, le week-end 55. On a la petite Fiat 500 qui est louée en semaine à 39 €, le week-end 45 €. Ça, c'est vraiment les deux véhicules qui est très fun et qui est très prisé par les Parisiens en fait. Celle-là est toute récente. On vient de l'acheter. On a vraiment voulu monter en gamme sur des voitures parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sur la plateforme de Drivey, il y a toute typologie de locataires. Pour acheter ces véhicules, ils ont investi une partie de leurs économies personnelles. On fait comme nos locataires. Et emprunté 100 000 € dans une banque. Certaines de ces voitures sont en leasing. Amélie ? Oui. Donc il y a bien le gilet, les triangles. Bref, une petite agence de location, mais uniquement sur Drivey. Donc en fait, on a mis en place un classeur d'autocontrôle où on répertorie en fait toute la checklist à chaque voiture qu'on va contrôler. Donc on vérifie qu'il y a bien le niveau de lave-glace, qu'il y a bien le niveau de liquide de refroidissement, qu'il n'y a pas eu de sinistre. Donc on met à peu près 5 minutes à contrôler une voiture. Donc globalement, quand on va contrôler l'ensemble de nos véhicules, on reste maximum 1 heure. Ils ont démarré il y a seulement 6 mois et espèrent être rentables d'ici la fin de l'année. Leurs 15 voitures sont louées 80% du temps et leur rapportent environ 13 000 € de chiffre d'affaires chaque mois selon nos calculs. Pour remplir leur calendrier, ils ont une stratégie, être bien notés. Tu sais, le gars de la Golf, là, il a fini une location, il en a repris une autre. Et cela passe par des voitures en bon état. Véhicule au top, parfait pour des petits déplacements. Parfait, merci. Voiture qui consomme très peu. Ça peut être très pratique. Et du coup, d'avoir des commentaires comme ça veut dire qu'en fait, les véhicules sont bien. Vous, quand vous allez vous mettre sur la plateforme et que vous allez vouloir réserver votre voiture, déjà, vous allez voir les commentaires. Donc aujourd'hui, ça, c'est important. On va vous dire si la voiture est conforme, si à l'intérieur, elle n'est pas usée, si c'est une voiture qui est quasiment neuve. Grâce à ces entrepreneurs, Drivey espère prendre encore plus de parts de marché aux loueurs traditionnels. Forte de son succès en France, l'entreprise s'attaque désormais à l'Europe, et notamment à l'Espagne, un marché stratégique, car le pays est très touristique. Alors la petite équipe locale installe régulièrement son stand sur les salons comme ici sur les hauteurs de Barcelone. L'occasion de se faire connaître. Hola. Bonjour, vous connaissez Drivey ? Non. C'est une application d'autopartage. Les visiteurs sont invités à poser devant une voiture aux couleurs de la marque. Les photos seront postées en masse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le pays compte seulement 150 000 utilisateurs pour 5 000 voitures. Alors Raquel, la directrice marketing, tente de convertir de nouveaux clients, comme Alberto. Vous connaissez Drivey ? C'est une application d'autopartage sur laquelle vous pouvez mettre à la location votre voiture et gagner un peu d'argent quand vous ne l'utilisez pas. Ou vous pouvez aussi louer des voitures si vous en avez besoin. Vous voulez faire une photo ? Les Espagnols sont prêts à poser devant la voiture du stand, mais encore réticents à louer la leur. Je ne suis pas prêt pour ça. Je tiens trop à ma voiture. Et imaginer quelqu'un d'autre la conduire, ça ne me plaît pas beaucoup. C'est peut-être intéressant pour d'autres automobilistes, mais pas pour moi. Depuis 4 ans, l'entreprise française s'est aussi lancée en Autriche, en Belgique, en Allemagne ou récemment en Angleterre. Elle espère y connaître la même réussite que chez nous. Voilà pour ces 2 enquêtes sur les nouveaux ressorts du transport peu cher. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là, restez curieux. Ciao.